Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à la conférence de presse du film Beach Rats. Je vais vous demander, avant que cette conférence de presse ne débute, de bien vouloir couper vos téléphones portables ou les mettre sur silencieux. Et je vais maintenant vous demander de bien vouloir accueillir la réalisatrice du film, mesdames et messieurs, Eliza Hittman. Hello. Merci de bien vouloir lever la main afin que nous puissions vous faire passer un micro. Première question ici. Bonjour, bravo pour ce film. J'avais deux questions. Une assez basique concernant le titre du film que je n'ai pas vraiment compris. Et la deuxième concernant la fin du film qui, je pense, est volontairement très ouverte. Mais vous, est-ce que vous avez voulu montrer qu'ils avaient tué cette personne qu'ils avaient arnaquée ou pas plus que ça? C'est un peu ce que je pensais moi. Et puis est-ce que le fait qu'il aille au feu d'artifice laisse penser que ça y est, il a choisi sa sexualité, il est plutôt hétéro, ou est-ce qu'il se pose toujours la question pour vous? Voilà. Merci. So actually 3 questions in one. Yeah, me too. First of all, about the title, this gentleman says that he didn't quite understand the title, so maybe you could actually explain it a little bit. And well, I think I will ask the other questions after you answer that one. Yes, the title Beach Rats, it's a slang term for a certain kind of kid that grows up in a specific neighborhood in Brooklyn. If you grow up in a neighborhood called Garrettson Beach, you're called a beach rat. And I thought it was a good title for a film because it describes a specific place, it describes a specific type of kid who has no opportunity, and it describes also the sort of landscape. And on the specific beaches where we shot, there's also a lot of cruising that happens at night. So I was thinking about the type of kids that hang out on the beach during the day and the type of men that hang out on the beach at night. En fait, le titre, donc Beach Rats, les rats de la plage en français, c'est un argot local qui correspond à cet endroit précisément, donc à Brooklyn, et qui, selon elle, définit assez bien donc ce genre d'adolescents, de teenagers, d'adolescents qui grandit donc dans cet endroit de Brooklyn, un endroit qui s'appelle Garrison Beach, right? Yeah. Garrison Beach. Et les enfants, les adolescents qui grandissent à cet endroit-là sont appelés là-bas donc les Beach Rats. Et c'est un titre qui finalement décrit très très bien un endroit, décrit très très bien un genre sociétal d'adolescents qui n'ont pas d'opportunités, qui sont presque condamnés dès le départ, dès la naissance. Et puis c'est aussi un mot qui évoque pour elle un certain paysage dans tous les sens du terme, physique, géographique, mais aussi un paysage mental. C'est aussi un endroit où, encore une fois géographiquement, c'est un endroit où il y a beaucoup de ce qu'on appelle aux États-Unis le cruising, c'est-à-dire des personnes qui se rencontrent le soir, qui ont des sexualités différentes et qui se rencontrent dans ce genre d'endroit le soir entre eux, etc., etc. Ce genre de choses arrive là-bas et c'est un titre qui parle, un mot qui parle à beaucoup de gens qui connaissent cet endroit et cet environnement. Donc voilà, pour elle, c'était vraiment le mot qui correspondait le mieux à la description, encore une fois, de cet endroit et de ce qui s'y passe. And the second question was about the ending of the movie, which this gentleman says the ending is quite open, actually. And is it something that you wanted to... Did you want the ending to be open that way? For example, at the end, we understand maybe he killed or not, or, you know, there is a lot of unanswered questions. Was it something you had in mind from the get-go? For me, the ending is not so open. You know, for me, we end with a character who is sort of metaphorically up a tree. You know, and we are left in the moment with him of reconciling the horror of what he's done. Pour elle, elle ne considère pas la fin comme une fin. Elle ne considère pas la fin comme une fin si ouverte que ça. Au contraire, parce que pour elle, elle a envisagé le personnage au début du film comme un personnage
c'est une manière métaphorique de parler, mais un personnage qui se trouve comme s'il était perché sur une branche, il ne sait pas encore exactement ce qu'il va faire, etc. Et puis à la fin du film, il y a une véritable évolution et le personnage, on a l'impression qu'il accepte en tout cas toutes les horreurs entre guillemets qu'il a pu accomplir au travers desquelles il est passé, et c'est pour elle il y a une véritable évolution, mais elle ne pense pas, enfin elle pense au contraire que la fin n'est pas si ouverte que ça, qu'au contraire il y a une résolution quelque part à la fin et que le personnage a compris cela et l'accepte enfin. And about the firework in the movie also, what does it represent for you? Does it represent the fact that the character accepts finally his sexuality, he's a heterosexual, or maybe actually not at all? For me, it represents, in a way, the sort of stagnancy and sort of violence that exists in the sort of repetition of this world. Because they talk about it happening every Friday night, and there's sort of a repetition to this explosive event. And for me, particularly in the area that we shot, there is a repetition of a certain kind of violence that we see with a class of people that's pushed to the edges of the city. Pour elle, le feu d'artifice final, c'est quelque part, c'est encore une fois une métaphore, pas forcément sur la sexualité, mais plutôt une métaphore sur la violence. Parce que dans le film, on a une impression que les choses stagnent, que les choses restent ce qu'elles sont, restent où elles sont, et que finalement l'histoire se répète encore et toujours, parce qu'on entend à un moment donné les personnages dire que ce feu d'artifice, finalement, il arrive toutes les semaines. Et quelque part, c'est aussi toute cette violence, cette explosion de violence qui se répète encore et encore et encore, quoi qu'il arrive. Et c'est ça, surtout, qu'elle voulait représenter avec l'image du feu d'artifice. Y a-t-il une autre question dans la salle ? Monsieur, ici. Merci. Alors du coup, moi j'aimerais commencer par elle est scénariste et réalisatrice. C'est quelque chose que j'aime déjà beaucoup et c'est quelque chose que j'aime d'autant plus quand ça se voit à l'écran. Donc déjà merci pour le film et pour ça. Ma question concerne le côté masculin du film en fait. En termes de cadre ou ce genre de choses, il y a quelque chose qui est très lié au physique et donc qui est très lié à la masculinité, au masculin. Et en fait, j'aimerais savoir, dans le processus créatif, que ce soit en termes de scénario ou de réalisation, est-ce qu'elle, elle qui est une femme et qui a grandi dans le même quartier, est-ce qu'elle avait pensé une sorte de version féminine du film, et quelle différence ça aurait apporté justement en termes d'écriture et en termes de réalisation? This gentleman says that, first of all, the fact that you are a director and also a scriptwriter is actually pretty good. And so this gentleman says it is pretty good as a fact, and plus it's even better when you can actually see it on screen, the result of this. So thank you to begin with. And his question is about the fact that this movie is very much linked with the physical aspects of the characters and the fact that they are very mannish. They are men for sure. And so in a way, the whole movie is built around that. You know, the fact that they don't wear shirts. It's very masculine. And in the script, while directing the movie, while writing the movie, did you think at some point about what the movie could have looked like if it was actually from a woman perspective? If the main character was a woman, if it was built around women, how different the movie would have been in that sense? You know, I made another feature before this one called It Felt Like Love, and it's very much, you know, told from a female perspective about, you know, a similar world and the pressures of, you know, growing up, you know, around a certain kind of man. And, you know, for me, it was interesting as a writer and a director, you know, on the next project to go outside of my point of view and explore it from the point of view of a man. And, you know, I always thought of them as sort of a masculine and a feminine companion and similar protagonists, characters who, in a way, kind of get in the way of their own happiness, you know, as a result of sort of where they are from and, you know, how they perceive themselves within, you know, this in this world.
Oui, la réalisatrice nous dit que son film précédent, qu'elle avait réalisé en 2013, 2013, right? Oui. Yeah. Qu'elle avait réalisé en 2013, son film précédent, donc son premier film, c'était un long métrage qui s'appelait It Felt Like Love, et c'est un long métrage qui se passait dans le même environnement, donc un environnement d'hommes, très masculin, etc. Mais cette fois-ci, le film était raconté justement, au contraire, du point de vue des femmes qui grandissent dans ce genre d'environnement, et donc traiter également de toutes les pressions que les femmes ressentent au quotidien dans ce genre d'environnement, dans ce genre d'univers, encore une fois, très masculin. Et pour elle, c'était intéressant, en tant que réalisatrice, justement, après avoir fait ce premier film, de se confronter finalement à l'exact inverse de ce qu'elle avait traité donc, dans son premier film. Et elle envisage réellement ces deux films comme deux compagnons, deux faces de la même pièce, quelque part. Et voilà, et c'est vrai que pour elle, le thème était intéressant de traiter de cette histoire de personnes, hommes et femmes d'ailleurs, qui finalement se mettent des bâtons dans les roues eux-mêmes, c'est-à-dire sont leurs propres obstacles dans le chemin qui les sépare d'une espèce de bonheur. C'est eux-mêmes qui se créent les obstacles et c'est ce qui les empêche d'avancer. C'est ça qui l'a intéressée en tant que réalisatrice. Y a-t-il une autre question dans la salle ? Ici, monsieur, dernier rang. Oui, bonjour. En voyant votre film, j'ai pensé au film de Larry Clark. Et également, par le moment, il a une relation sexuelle avec un homme et il va se baigner après. Est-ce que c'est une forme de purification? This gentleman says that when he watched your movie, he actually thought about movies from Larry Clark. To begin with, maybe you can, reflect on that. And also, in the movie, there is a moment the character has a relationship, a sexual intercourse with a man, and after that, he goes to swim. Actually, and did you shoot that scene as some sort of a purification for the character in some way? I grew up in New York, in the 80s and the 90s, and, Larry Clark was definitely, a very prominent filmmaker. I think people make that association, but, in truth, I was thinking about some French films when I made the movie. I was thinking about a Bruno Dumont film, called The Life of Jesus, which was, deals with sort of similar class issues, and also, instead of sexuality, deals more with race. But I was thinking about sort of the relationship between class and sexuality. I think, Larry Clark is, people think about Larry Clark because he's so associated with sort of shooting male bodies, and a certain kind of male body, a young male body. But there were other sort of influences also. There was a photographer named Danny Fitzgerald who in the 60s took pictures of young Brooklyn gang members. And I was thinking about sort of anachronistic qualities, between sort of Brooklyn boys of the 60s and Brooklyn boys, of 2017, and how there are sort of parts of the city that have not changed. Yeah. Vous savez, nous dit-elle, nous dit la réalisatrice, vous savez, j'ai grandi à New York dans les années 80, dans les années 90, et lorsqu'on a grandi à New York dans ces années-là, forcément, on a entendu parler, on a vu les travaux d'un réalisateur comme Larry Clark, qui était vraiment le réalisateur proéminent de cette période-là, à cet endroit-là, dans cet environnement-là. Et donc forcément, j'ai vu ces films, et ce qui m'a influencé, peut-être, sans doute, mais pour vous dire la vérité, nous dit Eliza, j'ai surtout pensé à des réalisateurs en fait français. J'ai pensé à des films français. Ça a été mes influences, entre guillemets, en tout cas les films que j'ai vus et auxquels j'ai pensé lorsque j'ai préparé mon propre film, et notamment au film du réalisateur Bruno Dumont, plus spécifiquement le film La vie de Jésus. Et c'est un film qui traite, alors bien sûr le thème est légèrement différent parce que le film traite plutôt de la question du racisme plutôt que de la question de la sexualité, mais j'ai essayé de traiter mon sujet, donc la sexualité, un peu de la même manière que lui avait traité son sujet, donc le racisme. L'environnement est un peu le même, les problèmes sont un peu les mêmes, et quelque part c'est vrai que ça a été une de mes influences. Mais j'ai été également, nous dit-elle, influencé par d'autres médiums que le cinéma.
pourquoi on me compare à Larry Clark. Voilà, donc c'est interdit sur la plage. Voilà, de rien. Et donc oui, elle a été influencée par Larry Clark, et on pense à Larry Clark, ne serait-ce notamment que de par le fait que Larry Clark est un réalisateur qui filme des corps masculins, et qui filme des corps masculins jeunes. Donc forcément, si on a également un endroit aux États-Unis où il y a des corps jeunes, de jeunes hommes qui sont filmés, il y a forcément aussi un rapport. Mais elle avait également en tête, par exemple, les travaux d'un photographe de Brooklyn également, qui s'appelle Danny Fitzgerald, qui dans les années 60 a pris en photo de jeunes hommes, des membres de certains gangs des années 60, donc à Brooklyn. Ça aussi, c'était une référence visuelle qu'elle avait en tête, et voilà, et finalement le résultat, c'est aussi le résultat de beaucoup d'influences, de beaucoup de vécus, d'expériences qui lui sont personnelles en tant que réalisatrice. Oui, ici. Bonjour. Alors moi j'ai une question plus particulièrement sur le casting. En fait, je voudrais savoir si vous aviez une idée particulière du type d'acteur que vous souhaitiez pour ce rôle, et également savoir comment cet acteur a pu se préparer pour ce type de rôle qui, effectivement, il y a quand même des scènes un petit peu explicites. C'est quand même un rôle, voilà, je pense un peu difficile à aborder au premier abord. Donc j'aurais voulu savoir comment lui avait pu, si vous avez l'idée, comment avait pu envisager ce rôle, et puis comment vous aviez envisagé le casting par rapport à ce principal protagoniste. This lady says that she wishes to know actually how did you, what was your idea about the main character, Frankie, Harris, yeah, right. How did you find him, and maybe you can explain also about the process of preparing him, prepping him for this role, and how did he approach this role and prepare himself as, it's not such an easy role, so maybe you can talk about the casting process. The casting process was a combination of a traditional casting process and a non-traditional process. Originally, I thought maybe there would be, an actor, who would bring a certain cachet to the project, a young male actor, but I didn't, the project didn't get favorable responses from agents and people, and they did not want to, spoil or ruin, their fancy clients with a role that was maybe gay. And, I thought maybe I would be able to find some New York theater actor, but they did not exist. And then I thought maybe I would try and street cast the role, but it was too challenging of a project to ask for a first-time actor to perform. And I just did a general casting call through a casting director, and Harris Dickinson came in through our first round of general casting. And he, is not from New York City. He is British. And I was very conflicted about casting him because he was not from the world. But he gave such a compelling audition that he made by himself in his bedroom in London. And he just sat very close to the camera and gave a very intimate performance. And there was something about the combination of the vulnerability of his eyes, mixed with the deepness of his voice. And he was at the perfect age where he still felt, somewhat like a teenager, but kind of also a man. I'll do it in two parts. No, go on. Yeah, it's okay. For him, the kind of rehearsal process was simple. We just spent 1 week together in a rehearsal room, and we read through all the scenes and we acted them out, in a very general way. And then I let him go hang out with the guys, and he just played handball and killed time with them on the boardwalk and just got to know them. I think a little bit, we were similar in our processes, Harris and I. We were very aligned because I don't like to talk too much, and neither does he. And so much of the film is behavioral, that it didn't require a lot of, psychological examination. And I think it's hard for me to know truly what his process was.
it's a bit of a mystery, but somehow he found and created, that character. And, we talked a little bit about how he walks and, how he talks, but they were just, small process conversations that we let go of once the filming began. Yeah. Finalement, le processus du casting sur ce film n'a pas exactement été un processus de casting traditionnel comme on l'entend généralement. Moi, au départ, nous dit la réalisatrice, c'est vrai que ce que j'avais en tête, je pensais qu'on trouverait un acteur, un comédien installé quelque part, qui apporte un certain cachet au film, au thème, etc. Mais ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'on a fait passer le scénario, le projet du film aux différents agents de casting, agents de comédiens, eh bien, la réponse n'a pas été très favorable. Ils avaient un peu peur de proposer à un comédien, un acteur qui monte, quelque chose comme ça, un scénario aussi noir, aussi dur, et puis un scénario où le personnage principal est gay. C'est aussi encore une prise de risque aujourd'hui que de proposer ce genre de rôle à un comédien. Et donc, les portes se sont un peu fermées. Donc après, elle s'est dit, eh bien voilà ce que je vais faire, puisque finalement j'habite à New York, autant aller, il y a beaucoup d'écoles de comédiens, d'écoles de théâtre à New York, je vais trouver un acteur local qui va jouer ce rôle, mais encore une fois, de la même manière, ça n'a pas marché, ça n'a pas abouti. Donc elle s'est résolue à faire ce qu'on appelle un casting call, c'est-à-dire à envoyer donc la fiche du film. On recherche tel genre d'acteur, mais dans beaucoup d'endroits. Et donc il y a eu des réponses de beaucoup d'endroits. Et finalement, elle a eu une réponse et donc pas mal de cassettes vidéo, de cassettes de casting. Et dans ces cassettes de casting, il y avait une vidéo qui avait été faite par un jeune comédien, mais non pas un jeune comédien américain, un jeune comédien anglais qui était à Londres et qui a enregistré une vidéo lui-même tout seul. Il s'est filmé et il était donc dans sa chambre à Londres, donc assez loin de New York, de Brooklyn et des plages de Brooklyn, et il s'est filmé de manière intimiste, très intimiste. Et pour elle, c'était vraiment intéressant parce que quelque part, il avait, oui, vous qui aviez posé la question, voilà. Pardon. Il avait quelque part ce mélange d'intimité, de vulnérabilité quelque part, de douceur, et en même temps avec une voix très, très profonde, très grave, qui donnait cet aspect en même temps adolescent et déjà adulte. Et il y avait beaucoup de choses qui se sont passées dans cette vidéo et qu'elle a ressenties comme des choses qui allaient clairement servir le personnage qu'elle avait écrit. C'était à la fois donc un adolescent et déjà un homme, donc une ambivalence qui allait clairement servir le scénario qu'elle avait écrit. Et puis ensuite, elle a dit, ensuite, une fois qu'elle a décidé que ce serait ce personnage-là, enfin ce comédien-là qui allait jouer ce personnage-là, eh bien ça a été relativement simple et relativement rapide. Ils se sont rencontrés et puis ils se sont enfermés dans une pièce pour faire les répétitions qui ont duré une semaine. Ça a été assez rapide. Et au bout d'une semaine, eh bien, elle a décidé tout simplement de le laisser, lui et les autres comédiens, les autres extras du film, jouer au handball dans la rue, traîner, etc., pour apprendre à se connaître de la manière la plus naturelle et la plus normale possible. Ce qui fait que il y avait déjà cette relation d'amitié qui existait et qu'elle a pu créer finalement en très peu de temps avant le film. Et puis elle nous dit que finalement, elle et donc le comédien Harris Dickinson, eh bien, ils étaient un peu pareils dans l'état d'esprit. Donc ils se sont très vite compris. Elle et lui, et ce sont par exemple des personnes qui n'aiment pas trop parler, qui n'aiment pas parler tant que ça, donc il y avait plus du ressenti que de l'explication pendant des heures. Et puis finalement, il nous dit qu'il y avait aussi un côté très mystérieux. Il y a toujours un côté très mystérieux dans tout ça, parce que au final, ce comédien, donc Harris Dickinson, il est devenu Frankie. Il a apporté quelque chose, et elle ne sait pas elle-même précisément d'où est-ce qu'il a pu prendre cela, d'où est-ce qu'il a pu apporter cela. Il y a donc un petit côté mystérieux, mais il a façonné, il a créé son personnage aussi de lui-même, et c'était beau à voir. Donc voilà, c'est comme ça que s'est passé le processus du casting. Voilà, cette conférence de presse est maintenant terminée. The press conference is now over. Merci à tous, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, Eliza Hittman.